L'INSEP présente Sport Équilibre. L'amélioration de la performance sportive repose sur de nombreux paramètres. Le laboratoire Sport, Expertise et Performance de l'INSEP met en œuvre des programmes de recherche destinés à couvrir la plupart d'entre eux. C'est ainsi que les chercheurs affectés à la thématique équilibre de vie étudient dans le détail ce que le sportif de haut niveau peut améliorer et affiner dans son quotidien pour poursuivre, au-delà de son entraînement, la quête d'une hygiène de vie en accord avec son besoin de performer. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons Sport Équilibre. Le sommeil en déplacement et la fatigue mentale avec Arthur Ledeuf, doctorant au laboratoire Sport, Expertise et Performance de l'INSEP. Nous allons parler dans cet épisode du sommeil en compagnie du doctorant Arthur Ledeuf qui fait partie de l'équipe du laboratoire Sport, Expertise et Performance de l'INSEP. Mais nous n'allons pas revenir sur les grands principes du sommeil car pour cela je vous renvoie à l'épisode enregistré avec Mathieu Nedelec de l'INSEP également. Mais plutôt d'aspects un peu plus spécifiques du sommeil. Vous allez tout comprendre avec Arthur. Mais tout d'abord Arthur, bienvenue et bonjour à toi. Bonjour. Je t'ai présenté comme doctorant. Est-ce que tu peux rappeler le sujet de ta thèse déjà ? Alors en effet, je suis doctorant donc sous la tutelle de Mathieu Nedelec. Le titre de ma thèse, c'est « Le sommeil en déplacement, de l'identification du profil de dormeur à la proposition de stratégies d'hygiène de sommeil ». Donc l'idée, c'est de comprendre les problématiques de sommeil que les sportifs rencontrent quand ils se déplacent, donc ils ne dorment pas chez eux, et de pouvoir derrière identifier les stratégies qui permettraient de répondre à ces problématiques pour leur permettre d'avoir toujours un sommeil de qualité. Alors justement, pour prendre les choses dans l'ordre, comment est-ce qu'on identifie, selon toi, un profil de dormeur ? Ça va être tout le sujet de la thèse, en tout cas sur le côté en déplacement. Après, à domicile, on a déjà quelques outils qui peuvent nous permettre de déterminer un profil de dormeur. Notamment, vous avez peut-être déjà dû en parler avec Mathieu, tout ce qui va être le chronotype, savoir si on est grossièrement plutôt du matin, plutôt du soir, intermédiaire. Après, on va aussi avoir d'autres échelles de mesure subjectives qui peuvent nous aider à déterminer la qualité du sommeil perçu par un dormeur et donc son profil vis-à-vis des différentes variables. Ça peut aussi se définir par rapport à son environnement de sommeil, qui là, pour le coup, va être un point assez central dans ma thèse, puisque c'est ce qui change essentiellement quand on change d'endroit. Et puis, pour finir, on peut avoir des mesures plus objectives sur la qualité, sur le sommeil, avec ce qu'on va appeler de l'actimétrie, donc vraiment une mesure pendant le sommeil, des différentes variables plus visibles, entre guillemets, du sommeil. Ce serait le temps d'endormissement, donc la latence entre le moment où je décide de dormir et le moment où je m'endors, le temps total de sommeil, le nombre de réveils pendant la nuit. Et après, on pourrait avoir d'autres mesures encore plutôt qui vont plus à l'intérieur du sommeil, qu'on va appeler l'architecture, la micro-architecture, avec la polysomnographie, où là, on peut avoir la répartition des stades de sommeil, et selon les analyses qu'on y fait, on peut déterminer par exemple une probabilité de transition d'un stade à un autre, et définir un peu plus précisément à nouveau le profil d'un dormeur. Alors là, tu parlais de monitoring, hein ? On est sur le monitoring, mais finalement, pour comprendre comment quelqu'un dort et, entre guillemets, déterminer son profil, ça en fait partie. Là, tu parlais justement de ce monitoring pour quelqu'un qui est à domicile, en fait. Pour quelles raisons le sommeil peut-il être perturbé par un ou des déplacements ? Alors, il y a plusieurs raisons. La toute première qui viendra à l'idée de tout le monde, certainement, pour les longs déplacements, c'est le jet lag. On change de fuseau horaire, donc les cycles jour-nuit ne sont plus les mêmes, et notre horloge biologique a besoin, elle, de se réadapter, et donc naturellement le sommeil est en grande partie déterminé par cette horloge biologique, a besoin également de se réadapter. Donc ça, c'est celui, je pense, on pourrait dire, qui est le plus intuitif. Après, quelque chose qui n'est pas forcément très contre-intuitif non plus, mais c'est qu'on change d'environnement. Et je parle d'environnement au sens large, d'environnement physique, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de nous et même notre environnement de couchage, donc notre literie, notre chambre. C'est aussi notre environnement social et psychologique, c'est les personnes qui sont autour de nous, c'est la culture dans laquelle on est. Alors, si là je vais de Paris à Marseille demain, la culture, mon environnement social ne va pas beaucoup changer.
Si je vais à Pékin, ça va être une autre histoire. Si je vais dans n'importe quel pays plus ou moins éloigné, le contexte social sera plus le même. Ensuite, si je me déplace, est-ce que je vais me déplacer avec mes amis, avec ma famille ou pas? Quelle importance cela a pour moi? Aujourd'hui, j'ai pas la réponse sur à quel point ça peut perturber le sommeil, ces facteurs-là. Mais c'est justement aussi tout l'intérêt de la thèse que je vais réaliser, c'est d'aller creuser sur ces questions, et notamment sur ces questions d'environnement et leur impact sur le sommeil des sportifs. En écoutant ta réponse, je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de facteurs psychologiques, mais quid de ce qui est réellement physique, par exemple la température ou voilà, des choses comme ça, des choses extérieures. Est-ce que ça a beaucoup d'influence? Est-ce qu'on ressent la difficulté de s'endormir en déplacement de manière égale entre les individus? Alors sur la toute dernière question, j'aurais pas la réponse. Justement, ça c'est des questions qu'on va pouvoir poser aux athlètes. Après, j'ai plus de réponses sur la première partie, sur l'impact par exemple de la température, de la lumière, du bruit. Ça fait partie intégrante de ce que je vais appeler l'environnement physique, et on a quand même beaucoup d'évidence sur le fait que ça peut avoir un impact significatif sur la qualité et la quantité de sommeil d'une personne, athlète ou non pour le coup. La température, on a une zone de neutralité thermique qui nous permet de dormir dans les meilleures conditions. En dessous, il ferait trop froid, au-dessus, il ferait trop chaud, et dans les deux cas, on pourrait avoir des perturbations du sommeil. Il est plus facile de lutter contre le froid que contre la chaleur, mais les deux peuvent avoir des effets finalement assez similaires. Le bruit, de la même manière, va amener des perturbations du sommeil avec plus de micro-réveils ou même des fois un sommeil plus léger. La lumière aussi. Mais là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que les dernières études, elles nous montrent qu'on n'est pas tous égaux face à ces problématiques-là. Personnellement, je ne pourrais pas rentrer plus en détail sur pourquoi on n'est pas égaux sur ces problématiques-là. Mais c'est des questions qui sont investiguées. Et d'ailleurs, par exemple, le doctorant qui m'a précédé, Maxime Chauvineau, qui est actuellement avec l'European Sleep Center, si je ne raconte pas de bêtises, est en train de traiter ces questions de bruit et de variabilité justement de réponse au bruit. Et parce que l'inversement, et justement j'ai un questionnaire actuellement moi qui est en développement pour pouvoir investiguer les questions donc, de changement d'environnement. Et il y en a un en particulier que je souhaite intégrer dedans, qu'on appelle l'Assessment of Sleep Environment, où on vient questionner les questions de lumière, de bruit et de température, mais dans les deux sens. On demande aussi si un environnement peut être trop silencieux, peut être trop sombre ou peut être trop froid. Parce qu'on s'est aussi rendu compte, en tout cas des chercheurs qui se sont intéressés à la question, se sont rendus compte que là, pour des raisons plus psychologiques, le noir ou le silence peuvent aussi finalement perturber le sommeil pour quelqu'un chez qui ça réveillerait du stress ou de l'anxiété, par exemple. Tu parlais des effets forcément délétères du manque de sommeil. Alors, est-ce qu'on est aussi capable de mesurer l'incidence sur la performance des athlètes à ce niveau-là? Est-ce qu'un athlète, pour des raisons de changement d'environnement et donc de perturbation du sommeil, peut rater sa compétition en quelque sorte? C'est l'hypothèse qu'on pose en partant sur ce type de sujet de thèse. Après, quelque chose qui est toujours à prendre en compte, c'est qu'on ne peut pas isoler une variable telle que le sommeil sur la performance d'un athlète. Demain, je vais peut-être avoir un athlète qui va dormir 30 minutes et qui va faire sa meilleure performance de l'année. J'en ai un autre qui aura dormi dans des conditions idéales pendant le dernier mois et qui va complètement passer à côté de sa compétition. Parce que ça reste quand même quelque chose de plurifactoriel et le sommeil n'en est qu'un facteur, justement. Après, on connaît les impacts du manque de sommeil sur les capacités cognitives, sur les capacités physiques, et on peut dire en tout cas, oui, un sommeil de mauvaise qualité ou un manque de sommeil a de grandes chances d'avoir des impacts négatifs sur la performance d'un sportif. Mais surtout au-delà, c'est un mauvais sommeil de manière chronique, un mauvais sommeil de manière chronique, que ce soit en termes de quantité ou de qualité, pourra aussi avoir des conséquences délétères, mais sur le long terme, et notamment sur le risque de blessure, qui est un peu la hantise, je pense, de tout sportif de haut niveau. Alors, je sais que c'est peut-être encore un petit peu tôt, puisque c'est l'objectif de la thèse, mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà déterminer un petit peu quelle stratégie adopter pour moins subir ces effets délétères, justement, des déplacements sur le sommeil? Alors en effet, on est vraiment au tout début et ça va être dur pour moi d'apporter une réponse exhaustive et précise, même si je pense que tout au long, j'essaierai de jamais apporter de réponse trop précise mais plutôt nuancée.
Et la première qui me viendra à l'esprit, je pense que c'est de s'éduquer au maximum à ces problématiques. Si on en ressent, en tout cas, le besoin, quand je dis on ressentir le besoin, c'est qu'on ressent que, en effet, notre sommeil il est dégradé quand on se déplace. Ça peut être de se renseigner auprès des bonnes personnes sur quels sont les facteurs qui peuvent jouer, aller en discuter parce que c'est l'athlète en question qui a une partie de la réponse, forcément. Et actuellement, très instinctivement, je dirais, c'est savoir évaluer son environnement de sommeil. C'est quelque chose sur lequel on voudrait potentiellement se pencher. Pour l'instant, c'est qu'une hypothèse. On ne le fera peut-être pas pendant la thèse. Peut-être qu'on le fera sur apprendre à un athlète à évaluer son environnement de sommeil par rapport à son environnement de sommeil idéal quand il se déplace. Et sur quelles variables il peut agir, sur lesquelles il peut moins agir. Et donc comment ça peut lui permettre derrière de se rapprocher d'un sommeil idéal quand il se déplace. Alors Arthur, une autre de tes valences est la fatigue mentale. Est-ce que tu peux expliquer de quoi il s'agit exactement et quand est-ce qu'elle survient ? Alors en effet, ouais, j'ai travaillé avant de partir sur cette thèse déjà 3 ans avec Mathieu sur plutôt la fatigue mentale et plus spécifiquement on était avec les arbitres de football de la FFF. Donc c'est un état psychobiologique causé par des périodes d'activité cognitive et ou d'inhibition prolongée et ou intense. Ça peut être soit parce que c'est très long, soit parce que c'est très intense sur un court instant et qui est caractérisé par un état subjectif de fatigue ou de manque d'énergie. Une nouvelle fois, il y a 2-3 précisions à faire, c'est que c'est un état subjectif. N'importe qui va dire « je suis fatigué mentalement, je le ressens », ne peut pas, se voir refuser finalement ce ressenti. À ça près que si la personne nous dit « là j'ai le cœur qui bat super vite et je respire très vite, je suis fatigué mentalement », là c'est limite un des seuls cas, on va dire « non, tu es fatigué physiquement ». Mais sinon, si la personne ressent vraiment ce sentiment subjectif de fatigue et de manque d'énergie, c'est qu'elle l'est. Et à ce moment-là, on peut aller creuser dans quelles peuvent en être les causes, donc en termes d'activité cognitive ou d'activité d'inhibition. Alors maintenant que tu as donné la définition de ce qu'est la fatigue mentale, est-ce que tu peux décrire un petit peu les conséquences de cette fatigue-là ? Tout à fait. Là, pour le coup, c'est assez intuitif. C'est que ça fait une boucle un petit peu de rétroaction négative. C'est que ça va venir impacter de manière négative nos capacités cognitives ou d'inhibition. Là où c'est intéressant, entre guillemets, en tout cas en termes de curiosité intellectuelle, c'est que quelle que soit l'activité qu'on va effectuer, donc je disais que ce soit faire un choix, que ce soit contrôler ses pensées, que ce soit porter son attention sur quelque chose de précis, que ce soit enchaîner plein de choix en un temps restreint, finalement ça va impacter nos habiletés d'inhibition cognitive de manière générale. C'est pas spécifique à l'une, c'est pas parce que j'ai fait beaucoup de choix que je fatigue, entre guillemets, ma capacité à faire beaucoup de choix. Je fatigue tout autant ma capacité à maintenir mon attention. Et donc après, ça peut se répercuter, alors là, si on parle vraiment de sport, sur les habiletés tactiques des joueurs. Ça peut être sur leur choix de déplacement. Par exemple, on a des études qui nous ont montré que des footballeurs fatigués mentalement faisaient plus de distance. En fait, c'est pas juste que la fatigue mentale leur a permis d'avoir des capacités physiques supérieures, c'est juste que ça leur a fait faire plus de mauvais choix de placement, et donc ça les a amenés à plus compenser. Parce que ce que l'étude montre aussi, c'est qu'à ce moment-là, ces joueurs, ils ont fait plus de micro-accélération, donc plus de démarrage au final, pour réajuster les déplacements. Et c'était d'autant plus contre-intuitif qu'une deuxième conséquence de la fatigue mentale, c'est d'augmenter la perception de l'effort. Une étude assez fondatrice dans les sciences du sport et la fatigue mentale, c'est celle de Marcora et collaborateurs en 2009, qui avaient pris 2 groupes et qui leur avaient fait faire un test à 80% de leur puissance maximale aérobie sur un ergocycle. Et la consigne, c'était juste durer le plus longtemps possible. Et on avait remarqué que les groupes qui avaient été au préalable fatigués mentalement, alors on le fait avec une Stroop Task, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la tâche où on a la couleur qui s'affiche sur un fond d'une couleur et qui s'écrit de manière congruente ou non avec le fond, et à chaque fois on doit donner la réponse de la couleur qui s'affiche. Donc fait pendant 30 minutes, c'est assez fastidieux et fatigant mentalement, et c'est comme ça qu'on fait dans beaucoup de protocoles expérimentaux. Et donc le groupe qui avait réalisé cette tâche en amont tenait en moyenne 20% de temps en moins que le groupe qui ne l'avait pas fait. Alors que dans le même temps, ils avaient mesuré les variables physiologiques, par exemple la fréquence cardiaque, la lactatémie, et celle-là, pour le coup, il n'y avait aucune différence entre les 2 groupes. Ce qui montre que intrinsèquement, en tout cas en termes de charge interne, l'effort était le même, en charge interne physiologique, mais mentalement, il n'était pas perçu de la même manière. La perception, la RPE qu'on utilise souvent, n'était pas la même entre les 2 groupes.
Donc finalement, on pourrait s'attendre à avoir des sportifs qui, lorsqu'ils sont fatigués mentalement, ont des capacités physiques moindres, en tout cas d'endurance. Parce que sur la force, sur les efforts explosifs, on n'a trouvé aucun impact. Et donc pour revenir sur les joueurs juste avant qui faisaient plus de distance, voilà, des fois ces résultats avaient été perçus contre-intuitifs, alors qu'au final, on a bel et bien des joueurs qui font plus de micro-accélération, mais moins de distance en accélération. Et donc les deux sont congruents. On a des joueurs qui prennent des moins bonnes décisions et qui physiquement sont plus fatigués. En tout cas, ont une plus grande perception, ce sera plus exact. Mais plus prosaïquement, le fait d'être fatigué mentalement, d'en avoir marre en quelque sorte, est-ce que ça peut aussi générer des attitudes un peu malsaines, que ce soit à l'entraînement, en compétition, en fait rechigner à la tâche un petit peu? Alors on sait que parmi les activités d'inhibition, justement, merci de m'amener sur celle-là, il y a la régulation émotionnelle. Donc une des variables qui est des fois mesurée, c'est la vulnérabilité au conflit. Théoriquement, elle augmente, oui, avec la fatigue mentale. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont traité de ce sujet-là. Mais nous, par exemple, quand on l'a évalué avec les arbitres, subjectivement, en tout cas, ils ne se considéraient pas comme plus vulnérables au conflit, par exemple avec les joueurs, lorsqu'ils étaient fatigués mentalement. Mais c'est une hypothèse qu'on pourrait poser. Sans qu'on parle d'activité loin de là malsaine, on voit que des joueurs pareil fatigués mentalement penchent pour des styles de jeu beaucoup plus directs. Souvent. Je reste sur le foot parce que c'est là où il y a eu le plus d'études, mais des joueurs fatigués mentalement avaient plus tendance à jouer très rapidement de manière verticale, dans la verticalité, donc dans le dos de la défense en une ou deux passes, et donc de manière très instinctive. Un peu plus impatiente. Voilà, de manière plus impatiente, c'est plus le mot que je cherchais. Mais oui, de manière plus impatiente, de rechigner à la tâche, potentiellement. J'ai pas là d'études en tête qui me parlent d'adhérence, par exemple, ou de participation à l'entraînement en fonction du niveau de fatigue mentale. Mais oui, c'est une hypothèse qu'on pourrait poser et qui serait certainement vérifiée. Parce que là, on parle... Jusqu'alors, je parlais de fatigue mentale aiguë, c'est-à-dire juste à un moment et ça va se calmer après quand on va se reposer. Certainement quelqu'un qui l'est tous les jours de manière prolongée. Bon, déjà, je pense qu'on va plutôt se rapprocher des états de stress chronique et potentiellement de dépression, donc on va changer de paradigme, clairement. Mais le niveau de motivation derrière va être certainement beaucoup plus faible. En parlant de motivation, on aborde un point qui est aussi dans la fatigue mentale, qui est plus souvent étudié sous un autre paradigme, mais qui s'en rapproche énormément, donc je ne vais pas ici venir faire le distinguo, sachant que personnellement, j'aime bien plutôt les mettre sous un même terme. Et on voit que oui, l'impact sur la motivation est aussi une des conséquences de la fatigue mentale. Modulo, ce qu'on peut y gagner. Par exemple, les études qu'il y a dans ce paradigme, c'est qu'ils mettaient ou non une récompense monétaire à la clé d'une tâche vraiment fastidieuse qu'ils faisaient faire à leurs participants. Souvent, les tâches fastidieuses, c'était des sudoku impossibles à résoudre. Ils étaient juste techniquement pas possibles à résoudre et ils voyaient quand est-ce que les personnes s'arrêtaient, sachant que certains, on leur avait promis de l'argent et pas d'autres. Et on voyait quand même que les personnes étaient capables de lutter contre la fatigue mentale pendant un moment, jusqu'à un point de rupture. Donc là, je te répondrai un petit peu pareil sur la possibilité de rechigner aux efforts. Si la personne est très motivée, intrinsèquement très motivée, mais là, on sera obligé de repasser par la psychologie de la motivation, à faire ce qu'elle fait, certainement qu'elle pourra durer un moment, mais avec une limite. Alors, cette fatigue mentale, est-ce qu'on peut la prévenir et puis, comment on fait, le cas échéant, pour la combattre? Alors, on peut la prévenir. Oui, il y a différentes manières et ça dépend aussi à quelle temporalité. Après, le meilleur moyen, et là c'est tout bête, mais ça fait aussi la transition avec, entre guillemets, mes nouveaux thèmes de recherche, c'est un sommeil de qualité. Mais c'est pas c'est même pas du tout surprenant, je pense, pour la plupart d'entre nous, parce que ça a déjà été identifié comme la méthode de récupération de manière générale numéro 1, et elle fera pas exception, elle ne fait pas exception en tout cas pour la fatigue mentale. Après, il y a des moments où on ne peut pas dormir. Je veux dire, pendant la mi-temps d'un match de foot, entre deux réunions, ou n'importe quelle activité qui a été fatigante mentalement, là, ça va être toute activité vraiment de repos. Les activités de relaxation, méditation, cohérence cardiaque, toutes celles qu'on va pouvoir mettre dans cette catégorie de mindfulness finalement. Et une méthode qui a été pas mal investiguée aussi, c'est se balader dans des espaces verts.
Si on en a l'occasion, après avoir fait une activité vraiment fatigante mentalement, et il n'y a pas besoin d'avoir fait des maths pendant 2 heures, hein. On a pu étudier par exemple l'effet d'un match de padel, et j'ai bien de padel et pas de paddle, pour des fois la différence elle est encore fine. Et bien les joueurs étaient très fatigués mentalement, rien qu'après un match. On a vu pareil avec du netball, avec du softball, avec du volley. Pour l'instant il n'y a pas eu 1000 autres études sur le sujet. Moi j'ai pu le voir avec les arbitres de foot. Là pour le coup c'est un peu plus intuitif parce que c'est vraiment que de la prise de décision. Mais si derrière ils peuvent aller se balader dans un espace vert, visiblement, ça aura un impact positif sur un niveau de fatigue mentale, ça permettra de le faire redescendre. Ce qui fait qu'en principe à l'INSEP on est plutôt bien lotis de ce côté-là. Ce qui fait qu'en principe à l'INSEP on est très bien lotis. Les podcasts de l'INSEP, Sport Équilibre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP.